Bonjour et bienvenue sur ODC TV. Le sujet qui va nous animer aujourd'hui a pour thème Open Society versus Eurasisme, la guerre des mondes. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Pierre-Antoine Plaquevent. Pierre-Antoine Plaquevent, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Merci. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, à l'initiative du groupe de recherche Strategica, géopolitologue, analyste politique et auteur de nombreux travaux dans le domaine du soft power, de la philosophie politique et géopolitique, entre autres. Mais vous êtes également l'auteur de Soros et la société ouverte, et votre dernier ouvrage s'intitule Société ouverte contre Eurasie. Alors Pierre-Antoine Plaquevent, vous pourriez entrer dans la liste des intervenants dits controversés pour certains, puisque nous sommes dans un monde qui aime les classements, et nous souhaitions vivement vous recevoir parce qu'il y a un terme qui nous tient à cœur chez ODC, qui est le mot complexe. Adossé au titre de votre dernier ouvrage, CQFD, nous devions vous inviter. Vous inviter pour partager votre analyse et votre vision de ce processus que l'on peut nommer d'affrontement. Et donc, pour démarrer notre émission, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner votre définition de ce qu'est l'Open Society dans sa nature et son fonctionnement? Alors, si on veut, il y a deux choses à distinguer. L'Open Society en tant que réseau de fondations non gouvernementales fondées et financées par George Soros. Depuis la fondation du réseau Open Society en 1984, Soros a déboursé quelque chose comme 32 milliards de dollars. Donc, on a une des personnes qui est financièrement les plus influentes sur la planète, qui s'est dotée d'un outil d'influence politique à une échelle qui a une vocation d'agir à une échelle cosmopolitique. Pourquoi cosmopolitique? Parce que c'est déjà dans l'idéologie même de Soros. C'était aussi dans l'idée de Karl Popper, de qui George Soros a repris le titre de sa fondation. Et c'est surtout très concrètement le fonctionnement des fondations Open Society qui sont présentes sur la plupart des continents, avec plus de 40 associations associées, sans parler de toutes les petites Justement, ONG Pierre-Antoine, qu'elles financent. Oui. excusez-moi, par rapport au fonds, c'est 100% par Soros ou il y a d'autres personnes qui Bah, contribuent également à si alimenter vous l'Open voulez, Society? l'Open Society, c'est au départ vraiment Soros qui l'alimente. Après, évidemment, c'est la façade, si on veut, non gouvernementale, y compris du département d'État américain et de tout un tas d'autres structures qui seraient, quand le gouvernement américain agit plus directement, il va utiliser la NED. Bien, si on veut, l'Open Society, c'est un petit peu la même chose, mais on passe par le privé, par le non gouvernemental en quelque sorte. Voilà. Donc c'est du non gouvernemental, mais en fait moi j'appelle ça même de l'anti-gouvernemental, dans la mesure où c'est anti-gouvernemental contre les rivaux stratégiques des Anglo-Américains en fait, parce que c'est à ça que cela sert. Mais on va dire l'importance et l'influence de Soros lui-même se joue aussi aux États-Unis même. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une affaire de gouvernement américain. C'était en même temps que le gouvernement américain peut utiliser l'Open Society, Soros lui-même utilise son Open Society pour transformer les États-Unis selon sa vision du monde. Donc c'est une espèce de rapport de force permanent qui a lieu à la fois à l'intérieur de l'Occident et à l'extérieur. Donc contre ce que Karl Popper appelait les ennemis de la société ouverte, et ces ennemis sont à la fois à l'intérieur de l'Occident et à l'extérieur. À l'intérieur, ça va être ce qu'on pourrait appeler tout le conservatisme en général, que ce soit un conservatisme social, spirituel, et idéologique de toute nature, et puis à l'extérieur, ça va être tous les rivaux stratégiques Ça, si vous le voulez bien, de on la le vision. reprendra dans la prochaine question pour que tout le Oui. monde puisse bien comprendre. C'est donc vraiment se concentrer sur la nature et le fonctionnement de l'Open Society, et après on ira vers l'idéologie qui est derrière.
ce que vous Bah, nous si dites. vous voulez, George Soros est d'abord une personne qui vient donc des milieux de la finance, ayant fait fortune bon, je synthétise, hein, parce que c'est dans mon premier livre, je donne vraiment sa biographie et je montre comment il est rentré dans ces milieux-là, les appuis qu'il a eu déjà dans des réseaux, les réseaux financiers, déjà en Angleterre, et puis ensuite donc d'abord à la City, puis ensuite sur les Wall places Street. financières à New York. Voilà. Donc il a, parce qu'il aime à se présenter lui-même comme un self-made man, Oui. comme disent les Américains, mais ça n'est pas le cas. Enfin, c'est un homme d'un réseau. Après, il est particulièrement brillant, donc il a pu devenir une tête de ces réseaux, si on veut. Et donc, ayant réussi dans la finance, il s'est ensuite doté des outils pour exercer une influence politique qui aille dans le sens à la fois de son idéologie et de ses intérêts bien compris. Et ses intérêts sont ceux, globalement, de ce qu'on appelle la superclasse mondiale, hein, qui est constituée par les gens, par les multimilliardaires de son... C'est vraiment pour moi une sorte de lutte des classes contemporaines, hein, mais et la classe vraiment des gens les plus aisés. On est même au-delà de... C'est des gens qui n'ont plus de... Enfin, comment dire, qui ne voient plus l'argent comme de la même manière dont le verrait le commun des mortels. L'argent n'est plus qu'un moyen en vertu d'une fin, c'est presque une énergie pour transformer l'univers, voire même l'univers physique, puisque Soros se réfère souvent même à À la la physique quantique. théorie du chaos ou à la physique quantique. Donc on est dans quelque chose de cet ordre-là, et donc transformer le monde selon une vision qui est euh, qui est même messianique, hein, de l'aveu même de Soros lui-même, et transformer d'abord les sociétés occidentales dans ce sens, et puis, comme je vous disais, dans un même temps, transformer aussi les sociétés extérieures à ce que maintenant par exemple les Russes appellent l'Occident politique. Donc, voilà, donc c'est une, une sorte de guerre, si on veut, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, quand on mène une guerre, le meilleur moyen, c'est de se présenter comme un apôtre de la paix. D'où l'idée de l'instrumentalisation des droits humains, et cette idée de société ouverte aussi. Si vous arrivez avec un étendard, ça marche beaucoup mieux de se présenter comme l'avant-garde de la paix et de la démocratisation universelle que comme l'avant-garde de l'impérialisme anglo-américain. C'est moins effrayant. D'accord. Rachid? Et donc, avant d'aborder la dimension idéologique, peut-on parler un peu des mécanismes d'action? C'est-à-dire, il y a d'un côté un réseau d'ONG présent un peu partout, Oui. autant au cœur du monde occidental que dans les différentes périphéries. Et concrètement, ces ONG, elles font quoi? Est-ce qu'elles forment une élite au sein de la jeunesse pour porter et devenir les porte-étendards d'un certain nombre de valeurs propres à la société ouverte de Popper? Ou bien ils forment des dissidents qui vont entamer des révolutions colorées quand le moment venu, quand le moment opportun se présentera? Donc concrètement, que font ces ONG? Alors, elles font effectivement ce travail essentiel de former en fait, des cadres politiques, hein, ou des cadres métapolitiques, on va dire. Donc, ça a été le cas, par exemple, là, en interne aux États-Unis, quand il y a eu le mouvement Black Lives Matter. Là, j'avais fait tout un dossier pour le site Strategica sur ce mouvement, et on voyait que l'Open Society, et là, d'autres ONG, hein, d'autres fondations de ce type, euh, avaient pris sous leur aile certains militants qui au départ étaient des militants qui venaient des milieux d'extrême gauche américains, et puis les avaient en quelque sorte formés à ces techniques oui, de révolution colorée. Donc là, c'est une révolution colorée interne, si on veut, à l'Occident. Et puis après, il y a la même chose, effectivement, sur les périphéries, comme vous avez bien dit. Donc en Ukraine, c'est ce qui a été fait pendant des années. En ex-Yougoslavie, on a eu ça. On a eu aussi le mouvement, Para. la genèse un peu, c'est le mouvement Otpor, par exemple, en Serbie. Et puis après, une fois que ces cadres sont formés, comme les gens du mouvement Otpor, ils peuvent ensuite aller former d'autres gens, comme ce qu'avaient fait les cadres du mouvement Otpor, qui étaient allés former des gens durant les printemps arabes, en Égypte notamment, et ailleurs. Donc voilà. Et on a toujours ce même modèle un peu. C'est pour ça qu'on a à la fois, on va vendre un modèle on retrouve toujours les mêmes noms un petit peu. Alors on les appelait révolution de couleur parce que c'était voilà, la révolution orange en Ukraine. Après, ça a été voilà la tentative des révolutions
révolution de safran, par exemple, en Birmanie, quand les moines birmans se sont soulevés contre le régime, eh bien, l'Open Society a essayé d'influer sur ce mouvement et là, l'a médiatisé au niveau international. On appelle ça, c'est la révolution de safran. Donc, il y a toujours un aspect à la fois de communication pour vendre la chose, et puis effectivement sur le terrain de former les gens. C'est aussi, vous avez parlé, est-ce que ça fonctionne avec d'autres instituts ou d'autres institutions? Effectivement, il y a par exemple l'institut Jane Sharp pour qui se charge aussi de former ces apprentis révolutionnaires à ces formes d'instrumentalisation de la société civile. Voilà, donc c'est. D'accord. Et donc là, on est dans la dimension. Ça, c'est un aspect. Oui. Alors là, on est dans la dimension opérative, c'est-à-dire comment réellement Voilà. déstabiliser un régime, le moment venu. Et puis, n'y a-t-il pas également, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG, notamment au Maroc, dont certaines sont affiliées à l'Open Society, mais d'autres sont plutôt affiliées à des fondations allemandes, même si j'ai l'impression qu'ils œuvrent dans la même direction. Oui. Là, c'est plutôt Pierre Hillard qui avait travaillé sur la question des fondations allemandes. Mais pour ce qui est de l'Open Society, est-ce qu'ils font également des ateliers avec les jeunes pour disséminer un certain nombre d'idées? Donc pas dans une perspective révolutionnaire dans l'immédiat, mais uniquement sur le terrain de la métapolitique, de faire diffuser des idées comme par exemple pro-immigration, pro-etc., pro-LGBT. Ça va être plutôt là, par exemple, leurs relais qui vont faire ça. Vous avez parlé de ces associations au Maroc, on a la même chose en France. Vous allez avoir des associations, typiquement Black Lives Matter, c'était la même chose dans les quartiers aux États-Unis. Donc vous aurez leur force, c'est ça, c'est de trouver des acteurs comme les Américains disent au niveau grassroots level, donc vraiment au niveau le plus basique, quoi, là où s'organisent un petit peu les gens, et en fait d'alimenter ça. Et donc où on l'a vu aussi en Europe, par exemple, à chaque crise migratoire, vous allez par exemple avoir les mouvements des no borders, et ça se présente comme spontané, mais en fait non, ça n'est pas spontané. Il y a toujours des officines, des centrales qui vont former les gens. Après, les gens, il peut y avoir des gens qui naturellement veulent militer, veulent faire des choses comme ça, mais ils vont être repris en main par des gens qui eux sont des cadres et qui après sont des cadres et ce qui n'est pas honnête, c'est qu'ils ne se présentent pas de cette manière-là, mais ce sont des cadres qui en fait sont rémunérés. Donc sinon, vous avez eu les gilets jaunes en France. Les gilets jaunes n'avaient pas de soutien extérieur et n'avaient pas d'armature de ce type-là. Le mouvement, au bout d'un moment, s'est essoufflé, a été repris par justement par certaines centrales déjà organisées. Mais si vous n'avez pas un appareil militant rémunéré en gros de l'extérieur, vous pourrez pas faire bouleverser un régime en place en fait. D'accord, c'est bien que vous disiez rémunéré, parce qu'effectivement, moi, ce que je vois dans le cas de la Russie notamment, c'est que la plupart des jeunes qui sont instrumentalisés en tant qu'idiots utiles par ces ONG-là, au fait, ils n'en ont rien à cirer de l'idéologie. Ils le font parce qu'ils sont payés. Et donc, effectivement, l'argent est un leitmotiv, c'est-à-dire pour mobiliser ces jeunes-là. Ah ben, l'argent est un leitmotiv. Après, quand vous pouvez passer de l'un à l'autre, si vous pouvez avoir des gens qui au départ sont motivés idéologiquement et puis sauf qu'au bout d'un moment c'est pas, vous pouvez pas avoir une activité à temps plein d'agents révolutionnaires sans avoir derrière une rémunération, sans avoir quelqu'un qui vous appuie. Sinon, c'est très difficile, ou vous n'aurez pas cette efficacité-là. On a vu ça dans les Gilets jaunes en France, par exemple. Les gens qui le faisaient sur leur propre compte, au bout d'un moment, ils doivent rentrer chez eux pour travailler, tout simplement. Oui, d'où le fait qu'ils faisaient que les week-ends, en général, les manifs. Exactement, voilà. Oui. Alors que vous regardez Black Lives Matter aux États-Unis, par exemple, là, vous aviez un bon exemple d'une séquence qui ne s'arrêtait pas pendant des semaines, des mois, et avec des gens, en fait, vous pouvez mobiliser, par exemple, la population, mais derrière, il faut qu'il y ait une armature, je dirais presque de type léniniste, qui, elle, est organisée et qui sait où elle va, et qui, donc, alors, justement, Pierre-Antoine, derrière, autour de cette armature, quelle est l'idéologie en fait qui est derrière l'Open Society? Parce que pour la nourrir, cette armature, il faut bien quelque chose de consistant. Donc, oui, alors ça dépend à quel. Ça dépend à quel niveau on se situe. Par exemple, si on prend
si on prend le Black Lives Matter, par exemple, eh bien, les animateurs de terrain, on va dire, c'était des gens essentiellement de l'extrême gauche pure, on va dire. Mais au niveau supérieur, voilà, de l'Open Society même, et après de Soros lui-même, je serais presque tenté de dire que il y a pas vraiment d'idéologie, si ce n'est la fin des idéologies, et si ce n'est ce qui sert à enfoncer les positions de l'adversaire. Je m'explique. Si on remonte même à Karl Popper, à son livre La société ouverte et ses ennemis, Karl Popper est presque, à l'époque, avait écrit ce livre en défense du libéralisme politique face à la concurrence que représentait à la fois le communisme et le fascisme. Donc il avait écrit ce livre-là un peu pour renforcer le libéralisme politique. Mais quand on le lit, tout est dans le titre, c'est la société ouverte et ses ennemis. C'est presque schmittien, c'est-à-dire que ce sont les ennemis de la société ouverte qui lui donnent son sens. Et en fait, c'est un contenu qui n'est pas positif, c'est un contenu qui est négatif. C'est-à-dire c'est toujours critique de tout ce qui est tout ce qui n'est pas libéral en face, de tout ce qui n'est pas libéral. Mais même le libéralisme même de Popper n'est jamais finalement très clair. En fait, c'est une attitude critique qui doit mener à une société basée sur un individualisme radical. De l'aveu même de Soros, en fait, Soros distingue. C'est ça qui est intéressant, c'est que Soros a repris les idées de Popper et les a un peu simplifiées et radicalisées. Et Soros distingue un peu 3 stades dans les sociétés humaines. La société organique, qui est à l'origine des sociétés, puis la société close, et enfin la société ouverte. Et j'ai envie de dire, et c'est tout. Donc, enfin, c'est-à-dire que toutes les formes de société, quelles qu'elles soient, peuvent s'intégrer dans ce modèle-là. Et donc, que vous soyez issu du monde, enfin de l'ère chrétienne, de l'ère arabo-musulmane, de l'ère de l'Asie du Sud-Est, peu importe. Pour eux, ce qui compte, c'est qu'il y a soit vous êtes soit vous êtes dans la direction de la société ouverte planétaire, parce qu'en fait c'est ça, la clé, c'est d'arriver à un état mondial en fait. Hein. C'est-à-dire que là, ça rejoint un peu ce que je développe dans mon dernier livre. Dans l'idée cosmopolitique, il y a cette idée que l'humanité contemporaine, le système des relations internationales est encore bloqué au niveau d'une organisation qui est trop centrée sur les États-nations. Dans la théorie globaliste des relations internationales, il y a cette idée d'anarchie internationale, c'est-à-dire les États interagissent entre eux sur la scène mondiale, et on va dire, cette interaction peut donner lieu soit à la guerre, soit à la diplomatie, mais il faudrait arriver à dépasser cet état-là par une autorité supra-étatique. En fait, les États peuvent continuer à se faire la guerre entre eux parce qu'il n'y a pas de super État mondial qui les en empêche. Donc c'est ça la perspective globaliste. Donc il faut arriver à rejoindre cet idéal cosmopolitique qui est le même en gros depuis Kant, les Lumières jusqu'à Soros, hein, jusqu'à notre époque, sauf qu'il se radicalise et il se perfectionne dans les méthodes. On parle beaucoup de l'influence de Karl Popper sur Soros parce qu'il le revendique, mais il revendique aussi la filiation avec Gregory Bateson, qui est moins connu et qui est en fait un des pères de la cybernétique. La cybernétique, c'est la science des systèmes. Voilà, c'est ça. Palo Alto, voilà, exactement. Et les conférences Macy qui se sont tenues de 1946 à 1952, je crois, et dans lesquelles a vraiment eu la genèse de la cybernétique en tant que système de contrôle social, en fait, hein, puisque Kubernetes, en grec, c'est le gouvernail, le gouverneur, celui qui tient un gouvernail, c'est le pilote du navire. Donc c'est une manière de dissoudre le politique classique et de le remplacer par des nouvelles formes de gouvernance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise le terme de gouvernance, non pas de gouvernement. Et donc, ils vont progressivement, si vous voulez, entourer par tout un filet de normes juridictionnelles nouvelles, d'ONG non gouvernementales, de façons de procéder qui n'ont plus de rapport avec le politique classique. Ils vont entourer les géants que sont les États en quelque sorte, et progressivement essayer de les dissoudre, de les absorber sous cette forme d'État mondial en gestation. Donc c'est un petit peu ça. Ils ont réussi à le faire en Occident, et clairement la France est l'exemple de ça, hein, complètement engluée dans ces différentes strates. En fait, ce qui est empêché, c'est l'axe de la décision et la possibilité de la décision. Donc c'est la possibilité même du politique qui est empêchée par
l'élaboration de cette gouvernance mondiale, et ils essayent d'étendre ce système-là, maintenant qu'ils tiennent l'Occident, à l'extérieur de l'Occident. Voilà. Et ils butent maintenant sur ça, en fait. D'accord. Alors, il y a différents éléments que j'aimerais poser sur la table. Le premier, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas une idéologie cohérente qui se fonde sur elle-même, mais on a la juxtaposition de plusieurs éléments. D'un côté, on a une forme de doctrine des relations internationales qui est fondée sur le principe de la stabilité hégémonique, qui part de l'idée qu'on ne peut avoir de paix planétaire que quand il y a une hégémonie qui est tellement puissante qu'elle est incontestée et incontestable. Et donc un gouvernement mondial procède de cette idée de stabilité hégémonique qu'on retrouve ni chez Adam Smith ni chez Ricardo. On ne trouve pas ça chez les libéraux classiques. Et chez les libéraux classiques, on peut avoir un libéral conservateur, comme en Angleterre, Oui, attaché à l'identité religieuse. Donc là, on n'est même pas dans le libéralisme classique. Alors peut-on dire que l'on est dans une forme de libéralisme postmoderne, c'est-à-dire intégré dans le nouveau paradigme postmoderne? Et puis deuxième élément, et je m'arrête là, parce que j'accorde une grande importance à la pédagogie, et je sais que vous êtes très pédagogue, je sais que vous distinguez 3 niveaux d'analyse: la cosmopolitique, la géopolitique et la métapolitique. Pourriez-vous également définir tous les 3 et comment ils travaillent en synergie? Oui. Alors, sur la première question, effectivement, comme je vous disais, c'est une théorie finalement entièrement critique. Donc c'est plutôt, c'est à la fois une théorie et un moyen d'action. Et en fait, les deux se mêlent. En fait, je dirais même là, bon, si on avait recours à une anthropologie plus traditionnelle ou traditionnaliste, c'est comme si, ne pouvant plus accéder aux vérités supérieures de l'esprit se concentrait sur l'organisation de la société de manière quasiment maniaque. Et pour moi, la cybernétique, c'est clairement quelque chose comme ça. C'est une fois que tout sera organisé à la perfection, en gros, l'humanité vivra dans une forme de paradis terrestre restauré. La fin de l'histoire avec Fukuyama. La fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire finalement ne peut passer que par cette forme de technopolitique, en fait, hein, ou de moi, ce que j'appelle de cyberpolitique. C'est-à-dire, c'est un super système. D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils emploient ce terme de système, ils se rendent pas bien compte de ce que ça signifie quand on dit oui, les anti-systèmes et tout. Mais réellement, il y a ça, il y a un système, et ceux qui ne veulent pas être inclus dans le système et être juste presque un réseau neuronal de ce système planétaire, qui a vocation à devenir planétaire. Quand on lit les déclarations d'un Klaus Schwab ou des gens du forum de Davos, l'idée, elle est là, c'est la fusion du biologique avec l'informatique, avec le mécanique, c'est directement, voilà, c'est à un niveau planétaire, c'est la continuité de cette idée. Et à la fin, on arrive à quoi? On arrive même à l'idée d'intelligence artificielle. Ce mot c'est juste fou, cette notion. Comment l'intelligence peut-elle être artificielle? Mais ça va être ça, ça va être une forme d'automatisation complète de la société. Et puis les humains, le biologique n'est plus qu'un relais de la machine globale qui, elle, fera tout fonctionner le tout pour le bien de l'ensemble. Et en fait, la force tout le travail, on va dire, des réseaux type Open Society, c'est de faire passer leur projet de transformation permanente et furtive de la société comme un état normal, un état de fait. En fait, c'est-à-dire, ah oui, mais les choses changent, c'est normal, on va vers la société ouverte, vous n'êtes pas, sinon vous êtes fermé, vous êtes clos sur vous-même, vous êtes, voilà, donc, et Oui. avec Parce que avec des référents. lorsqu'on lit votre livre, Pierre-Antoine, on a vraiment l'impression d'avoir un déroulé d'un plan machiavélique presque, hein, lorsqu'on vous lit. Tout est minutieusement pensé, millimétré. Enfin, presque En tout peu de choses cas, sont laissées au hasard. oui, parce je pense qu'il y a vraiment cette obsession du contrôle systémique et systématique de l'humanité. Alors après, donc là, ça rejoint votre deuxième question. On peut s'interroger tout de même, oui, enfin, forcément, il y a différents plans de compréhension. Donc, il y a un plan géopolitique. Pour dire, il y a un plan politique, il y a un plan géopolitique qui est celui de l'affrontement de ce que j'appelle le choc des puissances. Le plan cosmopolitique, qui est celui que veulent rejoindre les acteurs principaux du globalisme, donc arriver à une forme d'autorité supra-étatique intégrée. Alors c'est intéressant, c'est qu'aussi
le terme cosmopolitique, enfin, le terme géopolitique a été utilisé, je crois, pour une des premières fois par Leibniz, qui lui-même avait noté dans un de ses textes, il avait d'abord utilisé le terme de cosmopolitique qu'il avait barré pour ensuite reprendre le terme de géopolitique. C'est qu'on voit que dès le début, ces deux notions s'interprénètrent. Et effectivement, quand on lit les classiques de la géopolitique anglo-américaine, et en fait globaliste, hein, Mackinder, de Mackinder jusqu'à Brzezinski, on voit bien que ceux qui font le mieux de la géopolitique, ce sont ceux qui ont une visée cosmopolitique, c'est-à-dire ceux qui pensent le monde comme un système monde et qui se demandent comment le contrôler. Et donc le dernier plan, celui qui selon moi explique tout, c'est le plan métapolitique, celui du choc des visions du monde. Donc quelles sont les visions du monde qui sous-tendent les relations internationales et le choc des puissances. Et là, on peut avoir ce plan-là peut agir de manière consciente ou même inconsciente sur les différents acteurs, puisqu'on est tous issus d'un milieu spécifique, d'une ère civilisationnelle spécifique, d'une lignée finalement d'ancêtres qui nous ont finalement légué non seulement un patrimoine génétique, mais même des habitus, des comportements et même des perceptions spirituelles du monde. Donc, donc on est face à cet affrontement-là. Et je pense qu'en fait, progressivement, ce qui s'est passé, vous savez, en Occident, maintenant, on parle beaucoup du grand remplacement de population. Eh bien, avant le remplacement de la population, il y a eu le remplacement des élites. Voilà, c'est-à-dire que les élites occidentales ont été progressivement mises de côté et remplacées par des élites qui, au départ, étaient plutôt périphériques dans le système occidental. Et Karl Popper ou Soros, leur famille même, sont issus de ces lignées, par exemple de la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois, qui finalement étaient périphériques dans l'ordre politique installé, mais devenaient toujours plus importantes dans l'ordre économique et dans l'ordre des idées. Le fait qu'ils ne pouvaient pas accéder de par leur position, de par leur statut, de par leur origine à des fonctions un petit peu politiques, leur a poussé encore plus cette, je pense, cette hypertrophie de ce qu'on pourrait appeler la personnalité critique. Voilà, donc ce serait devenu une véritable personnalité critique à l'intérieur de l'Occident qui progressivement a pris le pas à transformer l'Occident de l'intérieur et maintenant tient l'Occident et lui donne la mesure en termes d'idéologie. Hein. Donc c'est pour ça que maintenant, tout ce qui veut être conservateur en Occident doit d'abord repasser par cette case-là. Si vous regardez, que ce soit Orban, Trump, que ce soit en France, même Marion Maréchal et autres, enfin tous ces gens, les conservateurs occidentaux, si on veut, ou même européens, doivent repasser à un moment donné par la case, être invalidés par être pro-israélien, simplement, par l'aile droite. Oui, mais par l'aile droite, ce que j'appellerais du judaïsme politique. Voilà, il y a l'aile gauche qui est Soros et Attali et vraiment les globalistes purs, et puis il y a l'aile droite, et donc il y a cette dialectique. Et donc, si vous êtes un conservateur dans la zone occidentale, il faut repasser par le judaïsme politique pour participer à l'arène politique. Sinon, vous êtes périphérique. D'ailleurs, on le voit avec Marine Le Pen et le contraste avec son père. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais être un peu provocateur, enfin, en termes de concept. Peut-on parler d'un gramscisme libéral ? Ah oui, clairement, oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que depuis Popper, ces gens-là n'attaquent pas le marxisme sur le fond. Ils l'attaquent sur la forme et sur la manière de procéder. Popper, lui, reprochait au marxisme son ingénierie sociale qu'il jugeait trop brutal. Lui, il était pour une ingénierie sociale progressive, par palier. Donc il faut arriver, on peut arriver au même but révolutionnaire, et en fait, on peut réellement y arriver, sinon on n'y arrive pas. En fait, c'est ce que disait Popper, c'est si on y va trop brutalement, le corps social se rend compte du projet, se révolte et peut se retourner.
et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont pris la leçon de ce qui s'est passé à l'époque de la révolution bolchevique, où les débuts étaient réellement internationalistes et globalistes, et puis rapidement, la reprise en main stalinienne leur a fait comprendre qu'en fait, ils n'avaient pas agi finalement de la bonne manière, et il fallait maintenant agir de manière plus Territorialisée. subtile, en quelque sorte. Oui, je croyais que vous parliez de Oui, Staline. et puis non, oui, non, voilà, là je parle des cosmopolites purs, en fait, qui attendaient beaucoup de la révolution bolchevique et qui en ont été déçus de par la reprise en main stalinienne. Et en fait, chaque phase révolutionnaire connaît toujours un petit peu je veux dire, la Révolution française, c'est la même chose. Après, immédiatement après, on a Napoléon et l'Empire, et c'est une reprise en main autoritaire, brutale, que n'attendaient pas forcément les révolutionnaires. Mais là, c'est un peu la même chose avec les bolcheviks. Et en fait, c'est un petit peu cette idée. Ils ont perfectionné leur mode déjà leur analyse, et puis leur mode d'action. D'accord. Le concept de réflexivité est central dans la pensée de Popper, qui ressemble au concept de feedback dans la cybernétique. Ah bah Yasmina, d'ailleurs, vous voulez poser une Justement, question. sous l'aspect métapolitique, je voulais aborder la réflexivité, donc merci, allez-y. Voilà, c'est ça. C'était voilà. Parce qu'une fois que vous êtes lancé, on vous arrête plus, mais c'était là-dessus que je voulais vous interpeller. Oui, je fais un peu des tunnels. Donc la théorie de la réflexivité. Oui, donc c'est cette idée justement qu'avait commencé à développer Popper et qui est finalement un petit peu au centre aussi de la cybernétique avec l'idée de feedback. Donc Soros, lui, va l'appeler réflexivité, et lui, il va dire qu'il s'en est rendu compte de par son action sur les marchés financiers, où en fait, on ne peut pas, quand on cherche souvent à prédire ou à orienter des événements dans la direction que l'on veut, on a un principe, on a un retour complètement différent de ce qu'on imaginait. Bon, c'est le principe d'hétérotélie aussi de certains. Je vais me permettre de vous citer, mais dans votre livre, vous dites une notion centrale dans la théorie de la réflexivité de George Soros est le principe d'indétermination, principe d'incertitude d'Heisenberg, qui est utilisé dans la physique des quanta. Ce concept constitue la clé de voûte de son système, et cette même idée qu'il appliquera ensuite dans le domaine métabolitique. En fait, c'est donc sur le principe d'indétermination. D'indétermination, c'est-à-dire, et depuis même Popper, en fait, il n'y a pas vraiment et jusqu'aux cybernéticiens, il n'y a pas d'ontologie, il n'y a pas de réel fixe et stable, en fait, y compris au niveau politique ou au niveau des idées. Donc tout n'est que finalement tout n'est que échange d'informations et communication et forme transitoire de la société. Donc quand vous avez une société qui se pense justement stable par elle-même, ou peut-être pour toujours, dirait Soros. En fait, elle ne l'est pas. Elle pense qu'elle l'est, mais c'est juste une forme qui en fait est transitoire, et donc l'ingénieur social ou celui qui va vouloir agir dessus peut très bien la faire évoluer et le faire changer de forme, parce qu'il n'y a pas de réalité ontologique des choses. Tout peut être transformé. Et c'est pour ça que selon cette action, je pense qu'on arrive maintenant un peu au cœur une fois qu'ils ont tout transformé, là il reste plus que l'ossature de la société à transformer, et là maintenant on attaque le vivant, on attaque et sur la question métapolitique, je pense qu'ils buteront toujours sur quelque chose qui ne peut pas être transformé, puisque là c'est la volonté divine, c'est le cœur religieux des différentes civilisations. Donc là-dessus aussi, ils doivent attaquer et transformer la nature des religions et les subvertir. C'est vrai que la structure religieuse, elle demeure très puissante, même quand elle devient sécularisée. C'est toujours le même schéma mental, la même structure, et c'est très compliqué de la déraciner et de l'arracher, parce que la temporalité de l'imaginaire d'un peuple n'est pas celle du politique. L'imaginaire se mesure en siècles et en milliers d'années. Donc on ne peut pas faire de l'ingénierie avec une grande efficacité au niveau de l'imaginaire. Et d'ailleurs, par rapport à l'idéologie, j'aimerais que vous détailliez un peu quels sont les grands axes, les principaux axes sur lesquels travaille l'Open Society. Donc on a d'un côté l'axe migratoire, pour aboutir davantage peut-être à un grand métissage plutôt qu'à un grand remplacement, parce qu'effectivement on voit différents canaux comme Netflix, etc., qui prônent le métissage à tout va. Il y a le LGBTisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'écologie. Quels sont les principaux leviers sur lesquels... Le but, c'est d'arriver à une société civile planétaire, débarrassée des États. Les États, c'est ce qui forme, c'est la frontière entre chaque société, en fait. C'est ce qui fait ce qui fait justement la fermeture ou l'ouverture de chaque société. C'est comme
le soir, vous rentrez chez vous, vous fermez la porte et ça fait la différence entre votre foyer et l'extérieur. Eh bien, à l'échelle d'une nation, c'est la même chose. Donc, les États, le politique forment finalement les frontières qu'il faut déjà enlever pour commencer à constituer une société civile planétaire. Si vous ne pouvez pas dissoudre déjà les États, vous pouvez commencer à faire fusionner l'esprit des différents corps sociaux, effectivement, par la culture, par les assauts culturels, que sont l'américanisation de toutes les sociétés modernes. Donc, effectivement, ça passe par Netflix et autres actuellement. Après, vous avez la transformation et l'action sur les modes de vie et la promotion de tout ce qui est minoritaire pour attaquer la majorité et attaquer surtout les normes. Parce que c'est ça en fait. Pourquoi est-ce qu'ils appuient autant, par exemple, sur l'agenda LGBT? C'est pour détruire les normes, pour que même si L'hétéronormativité. voilà, exactement. Et donc ils vont attaquer l'homéostasie des sociétés, ils vont attaquer effectivement les normes des sociétés, les représentations qu'ont ces sociétés d'elles-mêmes, rendre tabou ce qui est autrefois, enfin, ce qui est normal, et rendre normal ce qui était tabou autrefois. Donc, enfin, c'est en Occident. On est D'ailleurs, ils vraiment ils le font de manière très subtile, parce que dans un premier temps, ils ne s'attaquent pas directement à la norme. Ils disent on Mais veut oui. être érigé nous-mêmes en norme à côté de l'ancienne norme. C'est qu'au fait, Oui. notre LGBTisme ne vous dérange pas dans votre hétérosexualité. Mais au fait, au final, quand tout devient norme, c'est qu'il n'y a plus de normes. Non. Exactement. Et en plus, comme c'est une, comment dire, là même un ethos réellement critique, et, il faut toujours qu'il y ait quelque chose contre sur lequel s'appuyer. Et quand vous avez presque tout détruit, après il faut aller chercher dans les ruines les restes de conservatisme pour continuer à se justifier soi-même, puisque il n'y a pas d'être propre à ces idées-là. Et on le voit même quand on voit des animateurs de ces courants-là, du type, je sais pas, en France, des Caroline Fourès, des gens comme ça. On voit bien que ce sont des gens qui ont une telle fêlure intérieure que si cette espèce de guerre permanente qui mène vers l'extérieur cesse, ils s'effondrent sur eux-mêmes. Donc, ils ont aussi besoin de ça, je pense, au niveau existentiel. Et chez Soros, on le voit assez bien. On voit que quand on creuse un petit peu même ses déclarations, que c'est quelqu'un qui a avant de vouloir changer les identités collectives des autres, il a déjà un problème identitaire propre. Hein. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de ces sortes de prophètes de la société ouverte. Démurge. Démiurge, voilà, et prophète, ou anti-prophète plutôt. Et en fait, on voit bien chez un Soros que, et vous avez parlé tout à l'heure, oui, que les idées religieuses restent sécularisées. Et c'est frappant, par exemple, dans le cas de Soros, le rapport un peu torturé qu'il a avec ses origines juives, par exemple. Il dit, oui, ma grand-mère, ma mère, pardon, était elle-même antisémite, parce que dans notre famille, finalement, on était des juifs, mais comme c'était mal vu, du coup, il rejetait ses racines. En même temps, il explique aussi ma judéité est ce qui me permet de m'identifier aux minorités persécutées dans le monde. Alors voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais il y a cette idée, et ça, quand on étudie, que ce soit Gershom Scholem ou d'autres, on voit l'importance des schèmes judaïques sécularisés dans cette pensée-là est très importante. Et il continue, et on voit du coup aussi une lutte interne, c'est-à-dire que pour un Soros, ou comme un Attali, finalement, les sionistes purs du type Netanyahou, Likoud et autres, qui sont eux territorialisés en Israël, ne sont déjà plus de la même nature qu'eux, et Déjà, ils ils sont sont des déjà un ennemis. petit peu... Pardon? Pour eux, c'est un ennemi, Netanyahou. C'est un ennemi. Alors, enfin, un ennemi dans cette c'est dialectique-là, complexe. interne. Oui, ou en tout cas, voilà, dans cette dialectique interne, c'est un ennemi. Après, face à Attali, je le cite dans le livre, il avait dit à une époque qu'il faut arrêter avec cette idée de tribalisme un petit peu, parce qu'on a besoin de 200 millions de juifs dans le monde, en fait. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, en fait, pour un Attali ou pour un Soros, c'est la classe dirigeante mondiale, en fait. Donc, on ne peut pas rester juste territorialisé sur les délires suprémacistes bibliques, en fait. Il faut revenir à quelque chose, il faut être à une échelle supérieure, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, il y a cette dialectique interne là. Mais c'est peut-être pire, finalement, quand on n'assume pas
comme chez Soros, son identité, au moins, quelqu'un, un Netanyahou, les gens du Likoud, ils disent clairement ce qu'ils sont. Des gens comme Soros, ils ont l'air d'être torturés par quelque chose qui permet de les cerner avec Finalement, difficulté. On a l'impression qu'il y a une sorte de complexe. Peut-être qu'il incarne ce qu'il prône, c'est qu'il se dilue lui-même. Parce qu'il est lui-même liquide. Exactement. Et il est lui-même liquide. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'en fait, les hommes. Oui. Mais ça, on agit toujours par rapport, même de manière inconsciente, par rapport à ce qu'on est, en fait. Il y a quelque chose peut-être de tragique un peu là-dedans, mais il y a quelque chose comme ça. Alors maintenant, on a fait. Il est condamné à vouloir transformer les sociétés. D'ailleurs, il suffit de voir son fils, par exemple. Ça, c'est intéressant. Il a des fils très cyniques qui sont dans les affaires et tout. Il a un fils plus politique qui a l'air d'être un peu le plus torturé de ses fils et à qui il a dû transmettre beaucoup de son héritage compliqué. Ouais. Juste, oui. Pardon, pour finir dans la partie psychologique, mais parce qu'on l'apprend au début de votre livre, c'est que Soros n'est pas son premier patronyme. Il n'est pas né Soros. Il change de nom avant. Non, il n'est pas né. Oui. Schwartz. Son nom, c'est Schwartz. Et son père, qui était un locuteur de l'espéranto, donc déjà, ça dit aussi un peu l'ambiance familiale, c'est-à-dire donc cette langue qui avait vocation universelle. Et en fait, en tant que espérantiste, il l'avait appelé Soros, qui signifie, je crois, monter vers l'avenir ou monter en flèche dans l'espéranto. Et donc là aussi, on voit déjà, quand vous vivez avec cette idée d'identité dissimulée, forcément, ça crée une. Donc, on enchaîne sur la question Aymar Marx entre le livre de Jacques Attali et. Tout à fait. Les deux se disent pour un gouvernement mondial, mais pas tout à fait de la même manière. Donc, peut-on parler de différents mondialismes et que George Soros incarne un mondialisme parmi d'autres? Oui, alors après, il y a forcément, ça reste des individus, donc chacun un peu peut avoir sa vision des choses. Et c'est vrai que Attali, lui, parle plus directement de l'aspect même, Jérusalem comme capitale mondiale ou ce genre de choses-là, où il envisage plus la forme future qu'aura même la société mondiale. Soros n'est pas là-dedans. Alors, est-ce que c'est par tactique ou par certains se disent aussi, est-ce que ces livres sont pas aussi des commandes, parce qu'en fait c'est un petit peu le piège dans lequel il faut éviter de tomber. C'est même quand on parle d'une personne d'Elon Musk ou de Trump, de gens comme ça, c'est toujours, il n'y a pas d'individualité seule, c'est toujours des hommes issus de réseaux et de certaines forces politiques instituées. Après, la personne compte parce que c'est elle qui va synthétiser et donner un peu être le capitaine, en fait, du navire. Mais donc, qu'il y ait des distinctions, des différences entre eux, c'est pas étonnant, mais Attali a toujours vu Soros comme un modèle. Et il n'a pas, je ne sais plus dans quel livre il le citait, même parmi les modèles de personnes qui ont agi sur le monde de manière positive. Et dans Une brève histoire de l'avenir, dans le livre d'Attali, oui, lui, il envisageait plus concrètement la forme qu'aurait le monde futur. Je ne crois pas que Soros ait déjà fait de telles prospectives. Ce qui est plus intéressant à lire, c'est par exemple chez Soros, c'est les livres qu'il écrivait, par exemple, dans les années 90. En 91 ou 90, il écrivait un livre qui s'appelait Opening the Soviet System, au moment où il agissait en Europe orientale. Et là, il décrivait très bien ce qu'il essayait de faire et son idée qui était finalement, là, une idée assez intéressante, c'est que pour lui, donc ça rejoint ce que je disais sur Popper tout à l'heure, c'est que le communisme au départ était une idée de société ouverte, donc à visée planétaire, internationaliste et cosmopolitique, mais qui a échoué et qui est devenue une forme de société fermée à visée planétaire. Donc là, on voyait bien et donc le but, c'était de dépasser dialectiquement et géopolitiquement cette fermeture pour passer au stade supérieur qui là serait l'ouverture. C'est ce qu'ils ont pensé à obtenir, on va dire de 91 à 2001 en fait, ou à peu près par là, et au retour progressif de la Chine et de la Russie. Donc quand il y a eu ce moment triomphant de l'unipolarité, de ce que j'appelle vraiment les horribles années 90, 1990, qui était vraiment la période où vraiment on nous faisait penser que ça y est, on arrivait à la fin de l'histoire et que c'était et en fait
Ils ont vraiment cru que là, ils arrivaient à ce moment de dépassement dialectique de société ouverte, société fermée. Et puis maintenant, c'est le retour et le grand ennemi finalement. Maintenant, ce n'est plus un ennemi idéologique unique rival, c'est cette idée de multipolarité et finalement d'organisation différenciée du système monde. Voilà, donc ça va être ça l'ennemi. Effectivement, Sachant que là, pour répondre à votre oui. question sur les différents mondialismes, dans mon dernier livre, je parle par exemple de la différence de vision qu'il y aurait entre un Klaus Schwab ou un Soros. Soros, et là je pense même de par ses intérêts même, est vraiment le plus direct représentant de l'aile géopolitique anglo-américaine. Lui, pas d'un nouvel ordre mondial, même multipolaire. Il faut que ça reste, que l'unipolarité reste pour les anglo-américains et le monde de la city et de la finance américano-centrée. Un Klaus Schwab, par exemple, quand on le lit, on voit que lui n'a pas de la même position sur la Chine, par exemple. Pour Soros, la Chine représente l'incarnation contemporaine de la société fermée, de l'ennemi illibéral qui concurrence l'hégémonie dont vous avez parlé tout à l'heure. Pour un Klaus Schwab, pas forcément. C'est un système qui peut avoir vocation à s'intégrer à notre système avec quelques modifications. Donc on voit là aussi les différences d'approche selon, je pense aussi, les intérêts bien compris. Les intérêts d'un mondialiste allemand ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'un mondialiste américain. D'accord. Alors effectivement, vous parlez du moment unipolaire, celui des années 90 que vous évoquiez, et qui est effectivement un cauchemar planétaire, a pris fin, notamment à partir de 2001. Et on a vu l'épopée américaine qui en réalité était l'expression du début du déclin relatif de l'hégémonie américaine, la guerre en Irak, en Afghanistan, etc. Un empire qui va bien ne fait pas de guerre. Oui. Alors, vous parliez de cette hégémonie qui était également une hégémonie idéologique. À l'époque, on avait Fukuyama, etc., avec cette lecture hegelienne que le libéralisme était devenu la seule idéologie et que c'était la destinée, l'horizon indépassable de toute l'humanité et que c'était aussi juste une question de retard relatif de chaque peuple par rapport à cet horizon-là. Mais on a vu que, par exemple, en Russie, il y a tout un travail idéologique, notamment mené par Alexandre Dugin, que d'ailleurs j'ai eu le plaisir d'interviewer récemment, et qui a développé tout un appareillage conceptuel et intellectuel pour donner une ossature et une structure à une alternative crédible à cet ordre libéral, moderniste, progressiste, etc., et postmoderne aujourd'hui. Et il a parlé de la 4e théorie politique, en disant que le fascisme a échoué, le communisme a échoué, le libéralisme est en train d'échouer, sinon il est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. Et donc il commence à explorer les pistes d'une 4e théorie politique dans le cadre de l'eurasisme. Et dans votre ouvrage, parmi les différentes alternatives que vous aviez pour opposer à l'Open Society, vous avez choisi l'eurasisme. Pourquoi ? En raison de la consistance idéologique qu'il y a derrière ? En raison de la dynamique qui de facto existe déjà, d'intégration continentale que l'on voit ? Non, alors dans mon dernier ouvrage, je n'ai pas choisi l'eurasisme quand même comme alternative. Ce que je montre, en fait, dans le dernier ouvrage, je me concentre sur la centralité de l'Eurasie on va dire, pour les fondamentaux géopolitiques du globalisme. Après, effectivement, ce qu'a conceptualisé Dugin est essentiel parce que ça permet de donner une forme et une orientation à ce qui pourrait être une postmodernité alternative à celle voulue par les cybernéticiens et les mondialistes. D'ailleurs, Dugin est l'un des premiers à s'être vraiment penché à la fois sur Popper et sur Soros dans cette perspective-là. Et dès les années 90, il mettait en garde en Russie et il disait, voilà, si on prend ce que disait Popper et maintenant ce que fait Soros et qu'on le retourne, en gros, on a ce qu'on devrait être nous. En fait, il nous pointe, Soros et les mondialistes nous pointent directement du doigt. Et je crois même, je crois, mais peut-être que je crois ne pas me tromper, je ne sais plus si c'est Dugin ou un de ses proches qui avait assisté à une conférence de Soros en Russie au début des années 90. C'est Dugin, voilà. Et où il avait, voilà, je sais pas, peut-être qu'il l'a évoqué dans votre entretien. Non, il l'a évoqué dans un autre entretien en russe où il avait pris la parole et puis tout le monde l'a applaudi.
Oui, c'est ça, voilà. Et il avait dit: «Vous serez rejetés à un moment donné. À un moment donné, on vous jettera dehors» et voilà et en gros, bah, c'est ce qui se passe, en fait. Ça a pris le temps Ouais. qu'il fallait, mais c'est ce qui se passe. Des milieux on pourrait dire d'un État profond russe, progressivement ont repris, le pas sur les libéraux et sur les globalistes russes mais cette lutte est toujours en cours, hein et elle sera en cours dans tous les systèmes, hein, donc Mmh. mais maintenant ce qu'on va voir, je pense, c'est que sous la pression donc de cette, parce qu'en fait, que ce soit comment dire? Le système russe ou le système chinois, eux, ils étaient, partie prenante pour être, on va dire une des zones de cette Mmh. gouvernance, mondiale. Mais il fallait qu'il y ait un partage, honnête, des ressources et puis de cette gouvernance finalement. Or ce n'est pas ce qui s'est passé et en fait finalement, d'autant plus depuis la guerre en Ukraine, clairement un coup d'arrêt a été mis à l'intégration globaliste. Et maintenant, nous sommes passés dans une autre phase. C'est-à-dire, comme vous avez expliqué, il y avait une hégémonie, mais une hégémonie qui fonctionne, effectivement, c'est une hégémonie. Quand une hégémonie fonctionne, plutôt, c'est qu'elle intègre les autres. Donc là, elle est dans la phase, c'est l'idéologie qu'on a eue depuis des 30 glorieuses jusqu'après, voilà, jusqu'aux années 90. C'est l'idéologie, finalement, oui, de la fin de l'histoire, de la fin des conflits. Progressivement, tout va s'occidentaliser. Ensuite, on a eu, à partir de l'époque du 11 septembre, effectivement, l'arrivée du discours néoconservateur. Mais en fait, comment dire, cette dialectique est récurrente. Ce que je montre dans mon dernier livre, c'est que par exemple, des gens comme Mackinder, donc un des principaux théoriciens de la géopolitique anglo-saxonne, était à la fois cosmopolite et à la fois ce qu'il appelait libéral impérialiste. Il y avait à l'époque en Angleterre le courant des LIMP, les libéraux impérialistes, qui se présentaient même aux élections. Mackinder lui-même a été élu sous cette étiquette-là. Et en fait, on a cette dialectique-là, elle est constante. Même un Soros, dans les années, pendant la deuxième guerre contre l'Irak, Soros se présentait comme l'anti-Bush aux États-Unis. Et en fait, beaucoup de groupes qui étaient anti-Bush aux États-Unis étaient soutenus derrière par le Open Society, ce qui permettait en retour aux néoconservateurs d'essayer de coaliser la droite derrière eux, de dire regardez en face de vous, vous avez finalement toujours le même désordre organisé, la gauche, et puis finalement si vous êtes de droite, eh bien vous êtes avec nous. Là c'est un peu ce qu'on nous resserre maintenant avec Israël en Occident. Hein. En gros, c'est soit vous êtes avec Israël et vous êtes de droite, soit vous êtes contre et vous êtes avec l'extrême gauche, avec les gens qui veulent détruire la civilisation occidentale. C'est toujours la même chose. Bon, D'ailleurs, cette dialectique-là, finalement. à ce propos, est-ce que vous condamnez le Hamas? Ah, Oui. Bon, tout le monde a droit à cette question, donc je ne vais pas vous rater. Oui. Non, je vous en prie. Non, bah oui, ça, je vais chercher mon masque Covid et je vais vous répondre. Ça marche. Et je mets mon drapeau ukrainien derrière. Oui, ça fait partie des. C'est orwellien, hein, Oui. j'avais retweeté ça au tout début là, sur le compte de Twitter de Tsahal, il y avait une affiche comme ça, c'est vous soutenez Tsahal ou vous soutenez le terrorisme. Bon voilà, oui. Voilà. Là c'est toujours la même chose, c'est les sociétés ouvertes, sociétés fermées, c'est-à-dire c'est un dualisme simpliste, c'est vous êtes avec les gentils ou les méchants. Mais le problème c'est que comme on a progressivement détruit tous les outils de formation cognitif des populations modernes, eh bien à la fin on essaye de rentrer au marteau ce genre de dialectique. Alors en même temps c'est très dangereux, parce que c'est très dangereux pour eux, ça peut se retourner à un moment donné. C'est-à-dire que des gens qui n'arrivent pas à articuler correctement une pensée politique peuvent aussi à un moment donné se retourner contre eux quand ils se rendront compte que finalement on les a menés en bateau et ils n'auront pas la subtilité politique pour prendre de la mesure. Voilà, donc c'est très dangereux cette rhétorique. Et ça, ça montre aussi que le système arrive un peu en bout de course et qu'il est en train de muter en fait. Hein. Donc c'est aussi pour ça que je pense que progressivement, même l'Occident va sortir, Vous en tout dites, cas de manière. pardon, qu'il est en train de muter? Oui, Mais c'est-à-dire que l'hégémonie change de forme oui, ça j'avais actuellement. compris, mais de quelle façon? Et elle est obligée d'abord sur ses périphéries, elle a laissé, par exemple en Ukraine, on ne pouvait pas faire la guerre contre les Oui. intérêts stratégiques russes avec des militants LGBT
l'été qui mangent du quinoa. Donc il fallait des hommes plus entraînés. Et pour ça, il fallait une idéologie idoine. Vous voyez, donc il fallait là, du coup, là, on pouvait réactiver un peu de néonazisme, mais dans un sens anti-russe. Bandérisme. Là, c'était voilà, bandérisme. Bon, là, sur la zone israélienne, on va dire sous le Moyen-Orient, ça va être la même chose. Pour mobiliser maintenant la société israélienne, eh ben, il faut une idéologie plus violente. Tout le monde ne va pas s'y reconnaître, mais peu importe. Du moment qu'on est en guerre, maintenant, c'est comme en Ukraine. Hein, beaucoup d'Ukrainiens ne se reconnaissent pas dans leur régime, mais quand il y a une guerre, on vous laisse pas le choix. On vous dit quoi? Vous êtes avec les traîtres ou vous êtes et puis à la fin, on vous attache à des poteaux et on vous malmène, comme on a vu en Ukraine. Donc c'est je veux dire progressivement, et cette chose-là va arriver à l'intérieur même de l'Occident politique. C'est en cours, hein, les événements qui se passent en France, la montée de cette espèce de violence politique et sociale endémique. Ça va être une manière aussi de court-circuiter la colère populaire face aux politiques et de jouer les affrontements horizontaux plutôt des vrais affrontements politiques avec le régime installé. Donc oui, je pense que on a une mutation logique de l'hégémonie qui va chercher à rester hégémonique. C'est-à-dire que, en gros, l'Occident qui se présentait comme à vocation globale, et c'est ce qu'ont défendu toujours les eurasistes depuis longtemps, n'est finalement qu'une région du monde qui a une prétention universaliste. Voilà. Bon, et bien maintenant, pour ne pas tout perdre, il y a deux choses. Il y a déjà ce que certains avaient appelé l'endocolonisation, donc il faut ponctionner les Occidentaux eux-mêmes toujours plus, et leur demander toujours plus de sacrifices, et puis leur prendre toujours plus. Et puis, après, il y a d'essayer de garder dans sa dépendance son étranger proche. Ce qui se passe, par exemple, ce que font les États-Unis, hein, la guerre avec la Russie, l'attaque contre le Nord Stream montre l'importance de l'enjeu énergétique. Par exemple. Donc il faut que l'Europe soit coupée de l'Eurasie. Maintenant, il faut couper le Moyen-Orient. Il faut forcer même Israël, qui faisait de la réelle politique, et s'était rapproché de la Chine pendant plus d'une décennie. Et récemment, un mois avant même la guerre, il y a eu la signature d'un accord énergétique et commercial alternatif aux routes de la soie entre Israël, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Inde. Et là, par exemple, eh bien, le bloc occidental va de plus en plus jouer sur l'Inde, qui, elle, a un intérêt à se présenter comme justement une interface entre les BRICS et puis et l'axe sino-russe et l'Occident. Donc en fait tout se passe comme avant chaque guerre mondiale, où finalement toutes les fractures commencent à émerger et l'hégémonie déclinante se crispe et cherche à se maintenir. Et ce qui empêche, selon moi, qu'on aille déjà vers un affrontement ouvert, et depuis un certain temps, c'est la prolifération nucléaire. Et c'est l'idée de la destruction mutuelle assurée. C'est ce qui fait que finalement les plus grands acteurs stratégiques ne peuvent pas s'affronter pleinement jusqu'au bout. Si, par exemple, l'Axe avait eu la bombe atomique en 1944, eh bien, il y aurait eu une autre issue à la guerre. Donc si là tout le monde a l'arme nucléaire, du coup le jeu polémologique classique est plus ou moins gelé. Mais par contre, le système monde, lui, est quand même rentré en perturbation, et cette perturbation se fait sentir de plus en plus sur les sociétés elles-mêmes. Et là, ça rejoint ce concept dont je parlais tout à l'heure, c'est l'idée d'anarchie internationale. Si dans la théorie des relations internationales réalistes, ce sont les États-nations qui ont le monopole de la violence légale et légitime, du moment qu'on déconstruit ces États-nations pour passer d'une autorité étatique à une autorité supra-étatique, eh bien, naturellement, on déconstruit ce monopole de la violence légale et légitime, et cette violence se répand dans les sociétés. C'est ce qu'on est en train de vivre, notamment en France. Et la séquence, ce que n'analysent pas, par exemple, les gens qui sont dans un réflexe, par exemple, identitaire en France, c'est que le problème qu'on a en France, de la violence qui explose, c'est réellement une conséquence de l'intégration euroglobaliste de la France et de la déconstruction progressive de la forme politique française et de l'État français. Et donc, progressivement, on va plonger dans cette violence, et à la fin, je pense qu'on peut aller même jusqu'à un scénario qui est
je n'ose pas dire peut-être même anticipé et prévu, celui de l'éclatement et du scénario yougoslave en France, et à la fin de la partition comment dire, en régions, en grandes régions, intégrées à un État, un super État européen. Donc, la France étant ce qui est tout l'État à fait le plus logique, légitime. ce qui est tout à fait logique comme conclusion, parce que toute intégration d'un État dans une structure supraétatique se fait selon le principe de la subsidiarité, qui fait C'est ça. que la strate qui est à la base, c'est-à-dire l'État, doit céder ses fonctions et ses prérogatives les plus importantes aux strates supérieures. Et donc, en fait, plus elle les cède à l'Union européenne et aux différentes strates, moins elle paraît légitime aux yeux de la population. Et donc, la Oui, violence horizontale naît également de la délégitimation de l'État. c'est ça. Et dans un premier temps, l'État, il perd l'autoritas, c'est-à-dire la légitimité, puisque tout part à Bruxelles, mais il garde pendant un certain temps la potestas. Ce qui fait que ça prend la forme d'un État policier qui n'a pas la légitimité, mais qui a encore un peu la violence, ce qui fait qu'on peut éborgner des gens durant la phase des Gilets jaunes. Et puis dernièrement, on a vu comment la racaille de banlieue s'allie avec la police pour battre C'est des ça. identitaires, etc. Et donc, va-t-on de plus en plus vers des États policiers comme étape intermédiaire avant la dilution définitive de l'État? Et à la fin, peut-être on n'aura plus de police, mais on aura des milices européennes dans différentes C'est ça. régions européennes. Oui, ça va dans la privatisation du politique et ira jusque dans les sphères les plus régaliennes de l'État. C'est logique. Et à la fin, Soit la vous santé, aurez, quand vous, l'éducation aussi. La monnaie. Ouais. exactement, ouais. Et pareil, en ce moment, les gens, et en fait, on a toujours ce mouvement-là où le système fait mine de comprendre qu'il y a un problème au dernier moment. Là, par exemple, sur l'éducation en France. Ah, que se passe-t-il? Les gens font leur cycle d'études et puis ils en ressortent comme illettrés. Et ben oui, parce que c'est voulu. Voilà. Ben, c'est la même chose pour la violence, la même chose pour comment dire, la dénatalité. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens deviennent de plus en plus stériles. Ah, c'est étonnant, c'est sûr. Si on leur injecte Ouais. des produits expérimentaux, il y a peut-être un lien avec ça. Bon, j'ai écrit un livre là-dessus, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est encore un autre sujet Non, explosif. ça va faire Mais péter la chaîne. voilà. Mais en fait, La, si on la prend maladie dont on n'a pas le droit de parler. Je l'appelle comme ça. voilà, Ou la grippe 19. si on prend toutes les choses une après l'autre, et si on fait un constat réellement réaliste, oui, c'est assez, voilà, mais bon, et en fait, ce constat réaliste est trop brutal pour toutes les forces politiques organisées, en tout cas en France, hein, je ne sais pas ailleurs comment Ouais. c'est, et personne ne le posera réellement. S'il a un niveau de pouvoir participer à une quelconque sphère de décision, il ne posera pas ce constat-là. Enfin, en tout cas pour ce qui est des mouvements qui se veulent d'opposition. Voilà, après, donc là-dessus, mais tout ne serait pas perdu. C'est-à-dire, la cybernétique peut être faite dans l'autre sens. C'est-à-dire, pour moi, ce que font par exemple les Russes, c'est une tentative. Enfin, en tout cas, certains secteurs de l'État russe essayent de commencer un début de cybernétique conservatrice inversée. C'est-à-dire qu'ils Bon, tentent avec des d'établir un rapport instrumental à la technique au service d'idées, et pas l'inverse. Voilà, C'est-à-dire c'est la ça. technique Oui, n'est pas le paradigme, mais la technique est un instrument. oui, D'accord. D'ailleurs, oui, non, c'est ça. j'ai une question par rapport à ça. La question de l'antidote. C'est-à-dire, on a globalement un projet globaliste, structuré, avec une minorité agissante, avec une proximité cognitive, avec des moyens financiers, avec tous les relais que cela implique. Alors, de l'autre côté, il y a nous. Il y a nous, en tant que peuple au pluriel, en tant qu'imaginaire, en tant que civilisation et que culture, en déliquescence pour la plupart. Comment s'opposer à cette machine-là? Alors, moi, personnellement, je suis plutôt pessimiste du point de vue anthropologique. On l'a vu avec la grippe 19, la majorité s'est pliée. Juste pour aller bouffer du McDo, ils étaient prêts à se faire injecter 3 trucs dans le corps, à se faire violer vaccinalement, parce que moi je parle de viol vaccinal. Ah oui. Donc, je ne vois pas au sein des populations la capacité nécessaire pour se révolter en tant que bloc et de faire émerger, comme dirait Lénine, une strate consciente d'élite, etc. Et puis de l'autre côté, on a beaucoup de gens qui s'opposent à ce projet-là, notamment en Eurasie, en Chine, en Russie, en Iran, au Moyen-Orient, et qui tentent d'opposer à l'idéologie de la société ouverte, en fait, des traditions religieuses. Mais le problème, c'est qu'on a des populations de plus en plus sécularisées qui adhèrent formellement à la dimension de la tradition religieuse comme alternative et comme ancrage, etc., mais qui, dans les faits, n'arrivent plus à prendre. Tout à l'heure, vous parliez de dénatalité. Dans le cas de la Russie,
il y a eu un effondrement de la natalité avec l'effondrement de l'Union soviétique. Bon, déjà, elle était en baisse durant l'Union soviétique, à travers la transition démographique. Et puis, elle a connu une accélération, elle a atteint 1,5 enfants en moyenne par femme. L'État russe a tenté de réencourager la démographie, la natalité avec des primes de plus en plus importantes, mais ça ne marche pas. Je veux dire, une femme moderne, en tout cas contemporaine, qui a un job, une carrière, une éducation, etc., on ne peut pas lui demander de mettre 7 ou 8 enfants. C'est-à-dire pour retrouver une fécondité élevée. Ça, c'est un exemple caricatural peut-être, mais je crois que vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire Oui. que, attends encore, est-ce qu'on a encore le substrat anthropologique suffisamment dense et ancré dans les identités profondes pour faire barrage à l'Open Society et pour réellement proposer un autre monde, une autre alternative? Bah, ça, effectivement, c'est la grande question. Alors, ce problème, il est global, hein, ce problème de natalité, puisque à part dans certaines zones, comme on a certains pays en Afrique subsaharienne, enfin, la plupart des pays sont maintenant touchés par cet effondrement démographique. La Chine va avoir ce problème-là très rapidement. L'Occident le tamponne justement par l'immigration, d'où là, ça rejoint encore les questions de l'Open Society, hein, d'où on s'interroge pourquoi cette volonté constante. Et là, on voit maintenant le forcing qui est fait, y compris au Maroc et dans les autres pays d'Afrique du Nord, pour faire rentrer l'immigration de force. En fait, quoi. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il faut que l'immigration arrive le plus possible, que ces flux ne s'interrompent pas vers l'Occident. Voilà, puisque bon, l'Occident s'est programmé qu'on ne fera plus assez d'enfants, il faudra, et la robotisation ne pourra pas tout faire, eh bien, il faut des gens pour faire du Uber dans les villes et autres, faire toutes sortes de travaux comme ça. Donc c'est pour ça que ces forces-là, ces forces de la forme capitaliste contemporaine, hein, on pourrait dire de la quatrième révolution industrielle, comme dirait Klaus Schwab, ont besoin de cette immigration, esclavage de masse, et ils ne comptent pas que ça s'arrête. Voilà, mais sur l'aspect effectivement du substrat anthropologique, vous parlez de la Russie, c'est un débat qui est toujours en cours, hein, c'est-à-dire que l'État continue d'essayer de donner des primes, même d'offrir du terrain, de faire toutes sortes de choses mais effectivement, c'est ce que disent les conservateurs eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant en Russie, c'est que les conservateurs ne sont pas périphériques au système politique. Ils influent. Et il y a une lutte actuelle entre conservateurs et puis on pourrait dire entre libéraux classiques, ou voilà, maintenant il y a certains qui poussent maintenant, qui essaient de dire non, il faut aller plus loin, parce qu'effectivement on ne peut pas, et surtout on ne peut pas demander le sacrifice de sang à certaines catégories de la population sans ensuite offrir quelque chose réellement à notre peuple de différent. Et donc ce débat-là avance. Et effectivement, les orthodoxes les conservateurs orthodoxes disent en Russie que le problème, c'est le fonctionnement de la société moderne. Mais ça, on ne va pas y revenir d'un seul coup. Je pense, et là, c'est là que ça peut rejoindre la cybernétique. On peut faire une cybernétique traditionnaliste, si on avait les moyens. C'est-à-dire revenir progressivement à des modes de vie plus classiques. Mais il faut aussi avoir les représentations culturelles qui vont avec. Et ça passe par... Mais pour moi, comme vous, ayant étudié beaucoup l'histoire, la démocratie, ça n'existe pas, en fait. Je veux dire, c'est le dernier stade avant la tyrannie, comme nous l'apprend la cyclologie platonicienne. Voilà. Après, et là, on rentre là-dedans. C'est-à-dire, la démocratie n'existant pas, maintenant, on va rentrer dans la tyrannie. Et on est déjà rentré. Les sociétés traditionnelles, en tout cas dans la sphère européenne ou même eurasiatique, sont souvent organisées par la tripartition. Donc c'est toujours, il y a une minorité de gens qui sont connectés au divin, il y a une minorité de gens qui sont qui font le politique et la guerre, et puis il y a une majorité qui produit la forme de la société. Voilà. Donc, et à l'heure actuelle, c'est toujours la même chose finalement. Il y a une minorité maintenant, comme je vous disais, qui a grand remplacé les élites occidentales et qui a son projet, donc le projet sorosien. Et puis il y a une minorité qui tient l'appareil, la structure militaro-industrielle et politique. On pourrait dire il y a le parti de l'intérieur et le parti de l'extérieur, comme disait Orwell. Voilà. Et puis il y a la majorité qui, elle, est dominée. Voilà. Dans la majorité dominée, il peut y avoir aussi des élites potentielles qui sont empêchées d'émerger justement par l'élite illégitime installée. Et donc ça, c'est tout un processus de circulation des élites, comme l'appelait Pareto, qu'il faudrait arriver à remettre
en place. Avec la Bon, mais contre-élite. tout ça est très théorique, hein. Voilà. Oui, non, mais c'est pas Euh, que théorique, parce que là, ce qu'on fait, enfin, là, en je dis l'occurrence, c'est théorique. tout à Oui, fait, mais voilà, c'est théorique. on fait de la métapolitique, là. Notre échange, c'est de Voilà, la c'est ça. Oui. métapolitique. Ce que vous écrivez comme Voilà, livre, exactement. Yusuf Indy et d'autres, etc., c'est de la métapolitique. C'est-à-dire, à terme, ça devra s'incarner politiquement. Seulement, la Ah bah oui, temporalité le de la but, c'est ça, oui. la temporalité de la métapolitique, elle est de très longue durée. C'est-à-dire, c'est peut-être nos petits-enfants qui vont Oui, l'avoir, peut-être pas nous forcément. exactement. Oui, Mais vous parlez de Dugin, c'est ce que Dugin a fait. oui. Il a commencé, enfin, dès les années 90, enfin, ou même avant, hein, même les années 80. Enfin, il était dans cette perspective-là. Il a travaillé sur le temps long, et maintenant, ses idées ont infusé Tout à et fait. imprègnent réellement la partie conservatrice de l'État. Et même l'état-major russe, qui a lu Dugin de manière. Exactement. Quand on parle d'open society, Mhm. on fait grandement référence au marché, à la finance. Quand on parle de racisme, on n'en parle pas. Ah oui, par rapport à la question du marché, c'est que la question du marché doit être pensée, la question de l'économique, de la dimension économique. Alors dans le cas de l'Open Society, elle récupère et elle reprend tout le logiciel libéral par rapport au libre marché, au marché organique, qui s'autorégule par lui-même, avec cette logique spontanée. Et de l'autre côté, dans les idéologies alternatives, on fait souvent l'économie de penser la question de l'économique dans cette approche alternative. Alors on se pose toujours sur le terrain des valeurs, sur le terrain du sociétal, c'est ce qu'on voit dans les droites conservatrices américaines, européennes, mais avec souvent des failles énormes au niveau économique. C'est-à-dire comment inscrire la dimension économique dans l'alternative. Donc, ce n'est pas forcément le communisme ou le libéralisme. C'est-à-dire, il y a des strates intermédiaires. L'économie a sa Oui. place, mais dans une hiérarchie où c'est l'éthos qui doit dominer la société et pas l'économie. Vous en pensez quoi? Bah, j'en pense que même dans les systèmes conservateurs, le problème, ce sont toujours les gens d'argent qui tiennent le système en quelque Oui. sorte. Donc, naturellement, ils ne vont pas, même quand ils vont finalement s'opposer entre eux, je dirais, au niveau de l'arène mondiale, je veux dire, il y a une forme de lutte des classes entre riches en quelque sorte. Oui. Mais ça n'est pas. Ça n'est pas pour autant. Vous savez, je me rappelle, j'avais posé cette question à, vous voyez, l'auteur Zahar Prilepin, Oui. voilà, qui a été traduit même en français, qui était en fait du courant national bolchevique en Russie, en fait, et qui justement lui était très socialisant en fait, quoi. Et je lui ai dit, mais maintenant vous soutenez Poutine, mais finalement, est-ce que vous, enfin, par rapport à vos idées finalement plus socialisantes, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction parce que c'est pas encore un État assez social en fait? Il me disait non, mais naturellement ces États conservateurs vont être obligés de se socialiser pour ne pas perdre le contact avec leur population. Et je pense que c'est un processus qui peut avoir lieu, en tout cas en Russie, ou, voilà, ou peut-être dans les systèmes plus eurasiatiques. Alors, on parlait de confrontation Eurasie-Occident. Dans mon dernier livre, ce que je montre, c'est que pour moi, c'est vraiment la confrontation, elle se joue sur la forme politique. Voilà, en Occident, il est acté que finalement, la finance, le monde financier a pris le pas sur le politique, et que le privé a pris le pas sur le politique, qui est vraiment la dernière roue de l'organisation de la société. C'est le syndic de l'immeuble, le politique, en Occident, finalement. Dans les systèmes eurasiatiques, dans les puissances comme en Chine, en Iran, en Russie ou même en Turquie, voilà, c'est encore l'État qui tranche au niveau de la sphère de la décision et qui quand même coordonne, même s'il va être sous influence, qui coordonne et qui décide au final de quelle sera l'orientation de la société. Ça ne veut pas dire que il peut y avoir une forme de en même temps dans ces états-là aussi, puisqu'ils sont obligés de jongler avec les différentes influences. Voilà. Et cette question de penser l'économie de manière alternative, des gens comme Dugin l'ont fait, par exemple. Oui. Dugin, il a beaucoup étudié ces questions-là. Mais ce n'est pas cet aspect-là de son discours qui va être repris par l'appareil politique en place. Mais à terme, il n'y aura pas de choix que de le faire. Et en fait, ce discours commence à rentrer malgré tout, puisqu'on commence à voir des appels et des volontés par exemple, sur l'accès à la propriété pour les citoyens, sur ce genre de choses-là. Moi, je pense que c'est le seul moyen d'y arriver, ce sera par là. Moi, il y a un problème que je remarque
dans l'opposition entre l'open society et la plupart des grandes idéologies alternatives, c'est que le libéralisme a quand même un avantage, peut-être pas absolu, mais relatif par rapport à toutes les idéologies qui s'opposent à lui, c'est qu'il se fonde sur les vices des gens, sur le Oui, désir, l'hubris, le manque, la peur, l'angoisse, et tout le marketing, toute la logique de marché gravite autour de ces éléments-là. Par contre, toutes les idéologies alternatives doivent se fonder sur les vertus des gens, sur oui. la dignité, l'honneur, le courage, le sacrifice. Et il est évident que dans cette bataille inégale entre les vices et les vertus, sans citer pour autant le marquis de Sade, finalement, ce qui l'emporte chez la plupart des gens sont quand même les vices. Donc Oui. là, n'attend pas là peut-être une forme de faille structurelle dans cette opposition-là, c'est-à-dire de Satan contre Dieu, au fait, sur Terre, et que ce n'est pas un hasard que Satan soit qualifié de prince de ce monde-là. Oui, ah bah, sur ça, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel, hein. C'est maintenant toutes les sociétés, enfin en tout cas, plus vous allez au cœur de comment dire, le système monde, il est divisé en différentes sphères d'influence. Bon, plus vous allez au centre de la zone première, hein, la zone stratégique du système monde, c'est l'Occident, plus vous vous rendez compte que la société est organisée sur le principe du plaisir. Voilà, Même on peut parler d'Eros même, parce que vous l'évoquez vous-même dans votre oui, livre. exactement. Alors ça, c'est Euh, oui. Moi, sur ces thèmes-là, oui, c'est vrai que c'est là exactement. Oui, c'était toutes les théories de l'école de Francfort et autres. C'était l'Eros qui doit prendre le pouvoir dans la société. C'est ce qui s'est passé. La révolution de mai 68, ce fut la Oui. révolution de l'Eros contre ce qui restait de sens de responsabilité et de l'esprit de sacrifice. Donc d'un côté, vous avez une anthropologie où c'est le principe du plaisir, et de l'autre côté, vous avez l'anthropologie traditionnelle où c'est le sens du sacrifice, soit déjà pour les. On nous parle constamment de générations futures. Enfin, genre, quelle, dans quelle séquence de l'humanité s'est-on aussi peu soucié des générations futures dans la mesure où on n'en produit même plus. Donc on est dans cette confrontation-là. Et effectivement, les gens qui s'en rendent compte, ou les gens religieux au sens large, hein, c'est-à-dire qui sont reliés par quelque chose et qui ont aussi un respect pour des choses, mais à se rendre compte qu'ils ont peu de moyens d'agir. Et cette chose-là se propage comme une maladie. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, si vous prenez le divorce de confort, alors déjà l'avortement de confort, ensuite le divorce de confort en Occident, mais c'est de la folie. La plupart des naissances, maintenant les naissances, la majorité des naissances en France ont lieu dans les familles dites recomposées. Bon, autrefois, on aurait appelé ça décomposé, mais c'est pas. Et là, il faut pas faire un constat de bien ou mal. C'est comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes un conservateur monogame en France, mais vous pouvez vous dire non, en fait, je suis minoritaire. Hein. Donc en France, par exemple, les conservateurs parlent beaucoup de la polygamie des musulmans, mais une bonne partie des Français sont déjà polygames de fait. Mais ça n'est pas vu parce qu'en fait la réalité nous fuit toujours. On a du mal à regarder le réel dans les yeux et à se dire ah mon Dieu, en fait c'est comme ça. Donc effectivement oui, si on voulait agir politiquement C'est dans ce comme sens-là. ça et visiblement on ne sait pas où on va. Enfin, on va pas juste Pardon. poser j'ai dit on ne sait pas, enfin c'est comme ça pardon et on ne sait pas où on va surtout. Oui, on ne sait pas où on va. Et puis je voyais récemment là, un article qui expliquait que par exemple en France, des gens achètent des habits, les portent et les renvoient immédiatement pour les avoir utilisés avant le temps, enfin pendant la période où ils peuvent encore les rembourser. C'est-à-dire que une partie de la population préférera, ça rejoint ce que vous disiez sur l'époque le moment du Covid, c'est-à-dire, je veux dire, quand on en arrive à développer de telles techniques de contournement de la société de consommation pour continuer à consommer, on pourrait se dire à un moment donné, comment se fait-il que ces gens n'aient pas l'étincelle peut-être de devenir politique, quoi. C'est-à-dire, C'est du génie. voilà. Et donc, vous dire, en fait, non, il y aura des gens qui, jusqu'au bout, choisiront la soumission. Parce que pour moi, c'est dans leur. Je ne sais pas si c'est dans leur ADN, mais pour moi, c'est dans leur ADN spirituel. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est la tripartition. Et dans la société postmoderne, qui est la société de la fin, de la fin des temps, en gros, la partie la plus basse de la population est celle qu'on a fait croître le plus. Voilà. Donc maintenant, il faudrait gérer ça. Donc pour revenir là-dessus, il faudrait effectivement une ingénierie sociale inversée. Mais c'est pour ça que je pense qu'on ne coupera pas. Mais c'est déjà en cours. Hein. Enfin, je veux dire, comme je vous disais, la guerre ouverte est rendue impossible de par la prolifération nucléaire pour l'instant. Mais la guerre est déjà là, au Moyen-Orient, en Ukraine. Donc progressivement,
la guerre est déjà là. Les gens qui ne vous disent on ne sait pas où on va et tout, mais encore une fois, là en France, je n'ai jamais entendu parler d'autant de cas de suicide, par exemple, autour de moi. J'entends par là, je veux dire, c'est des choses. C'est ça c'est la guerre civile. Elle est là en fait. C'est-à-dire si les gens s'autoconsument, ils ne savent plus. Et je comprendrais. Mais ça, bon, après, c'est peut-être une question de tripartition interne. Je comprendrais là encore jamais que des gens ne se disent pas bon, plutôt que de m'autodétruire, à la limite, je vais chercher à devenir politique. Non. Oui, non, mais ils choisiront jusqu'au bout. on vous entend, Pierre-Antoine, et justement, vous parliez d'ingénierie sociale inversée. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu? Eh bien, pour moi, c'est par exemple ce serait si un pouvoir conservateur prend si un régime conservateur s'installe quelque part dans le monde, eh bien, il doit penser aux moyens d'inverser la tendance, mais de manière intelligente. Justement, là, principe de réflexivité, c'est nous qui devrons l'appliquer. C'est-à-dire, si on arrive avec des méthodes de cheval, comment dire, trop violentes, ça va être rejeté en fait. Et on sera rejeté avec. Voilà. Parce que c'est pour ça que effectivement, vous parliez de ruse du diable, c'est pour ça que c'est très facile pour l'idée de société ouverte de pointer toujours les conservateurs ou parce qu'en fait, quand vous arrivez avec le principe de responsabilité de l'extérieur, ou quand vous devez reprendre les choses en main brutalement, on vous dit ah oui mais regardez c'est le méchant, c'est le tyran. C'est comme si oui la paix c'est mieux que la guerre, c'est bien, mais sauf que des fois il faut passer par la guerre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, juste pour pousser un petit peu plus loin la réflexion, en face de ce principe de responsabilité, qu'est-ce que vous pouvez poser? Puisque ce principe de responsabilité ne fonctionne pas. Enfin, ou du moins heurte. Ça dépend à quel niveau on se situe. Hein. Si on parle de la société française, de plus large, je sais pas. Par exemple, je vois qu'en Russie, si je prends l'exemple russe, voilà, moi c'est pour ça que ça m'intéresse la Russie, parce que c'est ce que j'ai l'impression d'y voir. Après, je sais pas si c'est mon analyse est complète, mais j'ai l'impression de voir justement des secteurs de l'État tenus par des gens qui ont compris ce qui se passe et qui veulent revenir justement sur le mondialisme et la société ouverte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils tiennent l'entièreté déjà de l'État et encore moins de la société. Mais ils vont essayer d'aller dans un sens de recomposition, de régénération en fait, de la partie saine de la population. Alors du coup, je me permets d'insister, le comment, c'est Là passe aussi par une guerre. À mon avis, ça passe toujours par une guerre. D'accord. Non, parce qu'effectivement, notre adversaire a la capacité de séduire. Par contre, ce qu'on propose nous comme alternative, c'est pas forcément très séduisant, parce qu'on demande du sacrifice, on demande de l'engagement, de l'honneur, de la dignité, de la fidélité, enfin, ce qui est perçu aujourd'hui comme étant des corvées par la plupart des gens. Et autre faille, ce que je voulais évoquer tout à l'heure, c'est le manque de pédagogie. C'est que tout à l'heure, vous évoquiez le fait que George Soros a simplifié, a vulgarisé la pensée de Karl Popper, tandis que de notre côté, on a quand même ce côté un peu élitiste, où on se parle entre nous. C'est-à-dire, peut-être qu'on ne fait pas l'effort, ou bien on n'intègre pas dans nos cercles de réflexion des gens capables de fluidifier, de vulgariser, d'incarner davantage au niveau des strates, des différentes strates de la population. Mais il faudrait alors pour ça deux choses, à la fois les moyens, si ce n'est Soros, mais des moyens considérables pour commencer à créer des réalités métapolitiques qui fonctionnent. Il nous faut notre George Soros, avec une barbe. Oui, voilà. Et puis effectivement des pédagogues. Mais en fait, ça existe de manière un peu autonome, des gens qui notamment par le format YouTube, qui est le format que lisent les générations que regardent les générations qui ne lisent plus justement. Donc on peut avoir par ce format-là, oui, mais c'est un travail. En fait. Il faut de l'argent, pour dire simplement, il faut des moyens. Le nerf de la guerre, il n'y a pas d'économie, on ne peut pas court-circuiter cet impératif. Et si vous regardez en France, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en France, par exemple, que vous avez des conservateurs, dès que vous allez créer une réalité politique où il commence à y avoir de l'argent, eh bien, il faut donner des signaux
au pouvoir réel qui est installé, c'est tout. Sinon, Oui. vous êtes vous êtes dans le maquis, comme nous. Enfin, je veux dire, même ce qu'on fait avec Youssef Indy, avec d'autres, même si on essaye de le faire de manière le plus professionnelle et sérieuse possible, ça reste de la guerre de partisans face à une machine colossale. Donc, pour faire le travail inverse, pour moi, seul un État peut le faire, en fait. C'est pour ça qu'ils veulent détruire les États. Ce travail-là, voilà, la Russie peut le faire, l'Iran peut le faire, la Chine peut le faire, enfin à son niveau. Et encore faut-il avoir. Après, par exemple, moi je vois en Iran souvent, effectivement, il faut arriver à parler aux populations contemporaines. Ce n'est pas évident. On ne peut pas arriver juste avec un discours conservateur en disant non, non, mais voilà, le christianisme orthodoxe c'est bien, l'islam c'est bien, et puis les autres c'est le mal. Ah oui, mais les autres bizarrement sont quand même très efficaces. Et si je vais habiter dans leur zone du monde, je vais arriver à faire des études, des choses qu'ici j'arriverai pas à faire. Donc c'est quand même pas si simple que ça, quoi. Donc c'est vraiment un mélange de moyens et d'idéologie. Mais en fin des fins, on ne peut pas couper par la question religieuse, parce que ça pose quel est le but de la vie et la fin de l'homme. Parce que même aux gens qui finalement se disent ah oui, mais c'est quand même bien. Finalement, en fait, on peut développer les aspects matériels de l'existence, mais il y a aussi ça. Après, il faut apprendre aux gens qu'en fait, ça a une limite, quoi, parce que ça n'est pas la chose essentielle pour l'homme, et ça peut même nous détruire et nous dégrader. Et je pense que là, ça passe pas. On a ce phénomène aussi en Occident. Après l'effondrement cognitif, il y a l'effondrement même de la santé mentale là maintenant qui se généralise en Occident, et sa normalisation. Ça c'est intéressant par toutes les instances globalistes qui disent non mais c'est normal d'être fou, en fait, presque, quoi. Si je simplifie leur discours. Et vous voyez, c'est vraiment des affiches qui vont dans ce sens-là dans les grandes villes européennes, puisque c'est normal, les gens perdent leur boussole intérieure, et donc ils perdent la raison. C'est une occasion, je veux dire, c'est presque une forme comme une dépression ou un burn-out pour un individu, c'est une occasion pour une société de se retourner. C'est un travail de deuil de comment on a vécu. C'est comme ça que la société devrait traverser cette épreuve. Et donc, je pense qu'on ne peut pas éviter l'épreuve à un moment donné. Donc, donc en France, elle viendra. Le problème, c'est qu'il y aura des petits malins qui vont essayer de récupérer la chose. Et on ne peut pas. Voilà, en fait, il y a aussi quelque chose qu'on sous-estime, même nous qui essayons d'agir. C'est ce que les pensées chinoises appellent les transformations silencieuses, à la fois dans les individus et dans les sociétés. Donc, on a en même temps les phénomènes les plus délétères qui explosent, mais au même moment, on a aussi la germination déjà d'autres choses. De l'antithèse, enfin, en forme de Oui, dialectique. voilà, c'est ça. Mais après, le Oui. problème avec le discours religieux, c'est qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, il ne sert à rien de venir voir la jeunesse actuelle et de dire, faut croire en Dieu, Dieu est gentil et puis le diable est méchant. Mais par contre, il faudra peut-être une nouvelle herméneutique. Une nouvelle herméneutique capable de redonner du sens au texte religieux, pas de manière moderne. Le but n'est pas de plier le texte à la modernité, enfin Vatican II, etc., mais une herméneutique dont l'expression est contemporaine, qu'elle soit audible pour les jeunes actuels, audible au sens profond du terme, c'est-à-dire que leur âme puisse entendre et puisse vibrer à cette nouvelle herméneutique, parce qu'un texte religieux est un texte vivant, et l'enfermer dans le sarcophage d'une herméneutique qui peut-être était adéquate à une époque donnée, finit par le rendre inaudible pour la plupart des gens aujourd'hui. Mais je me demande si cela ne passe pas par l'expérience de la folie et de la vanité du monde, en fait, et que c'est collectif, ça. C'est-à-dire, comme notre monde a mis entièrement son esprit dans la direction de la matière, il faut que presque collectivement on en voit le bout de cette chose-là et qu'on se Alors, excusez-moi, mais en parlant de direction de la matière, est-ce qu'on peut évoquer le transhumanisme, justement? Voilà, c'est exactement cela. Oui. C'est l'aboutissement logique, c'est le transhumanisme. C'est-à-dire que c'est rechercher l'immortalité. Ah oui, c'est la suite logique. Enfin, la société ouverte, la cybernétique, le transhumanisme, ce sont les mêmes, des phases d'un même mouvement. Vous ne l'identifiez pas comme un tiers intervenant? Pour vous, il est dans la continuité de la société ouverte? Il n'est pas une alternative ou une contre-proposition
Après, il y a comme toute idéologie, il peut y avoir des hérésies internes. Hein. Je veux dire, la droite transhumaniste, comme il existe aux États-Unis, un peu, ou même des Elon Musk ou des transhumanistes plus libertariens. Pour moi, ça relève un petit peu de l'hérésie interne au transhumanisme, comme le fascisme était une hérésie du socialisme en quelque sorte. À un moment donné, c'est un court-circuit interne, mais c'est pas. Mais à mon avis, le mouvement global, il est dans le même sens et c'est logique. C'est dépasser l'homme par à la fois politiquement par le cosmopolitisme et puis anthropologiquement par la technoscience. Et en fait, si on regarde la place de la technoscience dans le politique par la cybernétique, on a la même chose au niveau anthropologique par le transhumanisme. Et on voit les mêmes acteurs. Le terme transhumanisme, c'est intéressant. Et il a été, dans le langage moderne, il apparaît par Julian Huxley, qui est donc le frère d'Aldous Huxley. Et Julian Huxley, qui a donc, à l'époque où il a été le premier, je crois, directeur de l'UNESCO, donc il était intégré dans les organes de la gouvernance globale d'après 1945. Et lui, en gros, lui et son frère appartenaient à toute cette mouvance, on pourrait dire, d'un eugénisme de gauche. Mais après la Seconde Guerre mondiale, vu que le national-socialisme s'était revendiqué eugéniste, ils ont dû changer de forme en quelque sorte. Et lui-même dit, maintenant, on doit utiliser le terme de transhumanisme. Et qu'est-ce que c'est que le transhumanisme réellement quand on le lit chez Julian Huxley? Le transhumanisme, ce sont des gens qui sont évolutionnistes. Donc, ils pensent, par exemple, que l'esprit provient de la matière. C'est-à-dire, la matière s'est auto-organisée, voilà, autopoïèse, et puis hop, au bout d'un moment, l'esprit émerge. On ne sait pas comment, admettons. Donc, l'esprit émerge, et en fait, à différentes phases, cet esprit qui émerge fait muter en retour la matière. Et l'homme, qui est une phase de l'évolution, à l'époque où écrit Huxley, dans les années 50, il doit lui-même pousser maintenant la prochaine phase de l'évolution, puisque la matière est arrivée elle-même à prendre conscience d'elle-même par son humanité. Donc maintenant, c'est l'humain qui doit réaliser le transhumain. Voilà. Et donc, ce transhumanisme, c'était cette idée-là. Ça reprend d'ailleurs un terme chez Dante, c'est transumanare, c'est passer à un état, c'est autre chose. Et donc, ces gens-là, justement, nous amènent, la logique, c'est que en fait, c'est une prise complète, une inversion complète. Donc, c'est des gens qui arrivent quand même, qui continuent à arriver à penser, puisqu'ils arrivent à théoriser les choses, mais ils pensent que ce n'est pas l'esprit qui pense, mais la matière qui pense à travers eux. Donc on est toujours dans la démarche démiurgique, autant au niveau sociétal que et c'est la chute, si on regarde bien. Regardez, c'est vraiment la chute. C'est-à-dire que l'esprit n'arrive même plus il pense de plus en plus vers la matière. C'est une chute indéfinie vers, à la fin, forcément, ça peut finir que dans l'éclatement. Et puis, on arrive à des choses aberrantes, comme par exemple, des gens qui peuvent venir dire publiquement, comme disait Laurent Alexandre, oui, mais quand même, arriver à dire publiquement, l'homme qui va vivre 1000 ans est déjà vivant parmi nous, c'est-à-dire, c'est des gens qui pensent vraiment qu'il y aura des humains qui vivront 1000 ans matériellement et que et ça, c'est l'immortalité. Vivre 1000 ans, ça serait donc vivre pour toujours. Non, ça serait 1000 ans d'angoisse, quoi. Enfin, selon sans perspective spirituelle. Tout à fait. Bon, puis Laurent Alexandre vit dans le fantasme qu'il va faire partie de l'hyperclasse. C'est toujours ça. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il n'en fera pas partie. Ça, c'est évident, quoi qu'il en soit. Plus ils en rendent compte, plus ils deviennent méchants, je pense. En fait. Tout à fait. Alors, j'ai une dernière question. Alors, il y a beaucoup de jeunes adultes, hommes et femmes, qui nous écoutent sur Ondes de Choc TV. Alors, si vous devez leur donner des conseils pour développer leur immunité spirituelle et intellectuelle par rapport à tout cela, quels conseils donneriez-vous? Alors, la lecture, quel livre, un travail spirituel sur soi, une forme de gymnastique spirituelle, je ne sais pas. Après, c'est à vous de voir. Attendez. Pierre-Antoine va sortir. Oui. Non, il va sortir. Je reviens et hop, il n'est plus là. La question était trop compliquée. Ah oui, il est compliqué, évidemment. Non, en fait, je pourrais articuler les choses un peu selon ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire sur les différents plans de compréhension politique, géopolitique et métapolitique, spirituelle. Voilà. Donc après, c'est une question complexe et je vous rejoins sur le fait que souvent on reste un peu intellectuel à parler de ces choses-là et il faudrait arriver à le faire passer à des gens qui comprennent les choses mais qui vont pas forcément passer leur vie à faire ça. Mais je pense, de par ce que je constate autour de moi, qu'il faut
comme l'orientation de la société n'a pas de sens, ça crée des vies qui n'ont pas de sens, des vies individuelles. Comme les gens ont beaucoup de mal à sortir de l'individualisme, eh bien, il faut leur proposer des solutions déjà individuelles, de reprise en main individuelle. Et ça passe effectivement, eh bien, par, on pourrait dire, les trois niveaux de l'âme, hein, si on est platonicien, donc depuis l'âme sensitive jusqu'à l'intellect. Donc, eh bien, il faut se reprendre en main à tous les niveaux et essayer de devenir souverain, parce qu'au finalement, on attend que l'État soit souverain, mais la souveraineté, elle commence par nous-mêmes, le plus possible à tous les niveaux de notre vie. Et la question spirituelle, là, est fondamentale. Mais c'est vrai que c'est... Qu'est-ce qui fait là aussi quand même les textes religieux principaux et insistent souvent cette idée que la conversion, c'est une deuxième naissance. Donc, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme va vraiment naître une deuxième fois et un autre pas, finalement? Eh ben, je pense que tous les gens font l'expérience, enfin, l'homme postmoderne fait l'expérience de la nullité de la vie postmoderne. Et à un moment donné, il est face à soit la dépression, soit l'absence de sens, soit une crise grave. Eh bien, il faut transformer cette crise grave en crise religieuse, en fait. Donc, si je comprends bien, le baptême ne doit plus être que religieux et spirituel, mais doit être également intellectuel, sociétal, parce que le baptême, c'est la mise à mort symbolique dans la vie païenne antérieure et la renaissance qu'on prend fort de l'eau dans la nouvelle vie chrétienne, etc. Et ben, on peut parler également de baptême intellectuel, de baptême. C'est à tous les niveaux qu'il faut entamer la métanoïa. Oui, c'est ça. La souveraineté individuelle. L'homme nouveau, en fait, il faut vouloir devenir un homme nouveau. Ben, vous parliez de transhumanisme tout à l'heure, les transhumanistes veulent faire un homme nouveau matériel, c'est une folie, il faut faire l'homme nouveau spirituel. Et si on fait cet homme nouveau spirituel, on pourra même faire justement le deuil de toutes ces choses matérielles qu'on continue à convoiter. Si on le fait à une échelle d'une société, ça changera la forme de la société. Mais Pierre-Antoine, je vais me permettre de vous couper là parce que votre conclusion est très belle. Elle est magnifique. Donc, il faut s'arrêter sur ces très beaux mots, voilà. Il faut savoir ça. C'est quand même bien sujet géopolitique non, et métapolitique. On a juste peur que vous passiez un côté pessimiste et qu'on gâche le côté optimiste. C'est ça. Ah oui, j'allais le faire. Oui. Non, parce que c'est pas votre genre. non. Donc, merci infiniment, Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, merci infiniment également d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé. Merci de la qualité de l'émission. À vous. Merci à vous. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission. Merci.